La première goutte de vin a touché le papier à exactement 16h15. Ma sœur, Chloé, ne l'a pas renversé. Elle l'a versé. Elle se tenait au-dessus de mon fils de 6 ans, Léo, inclinant son verre de pinot noir avec une précision désinvolte, presque ennuyée. Léo avait passé 3 jours sur cette aquarelle. C'était un paysage du lac situé juste devant le chalet de nos parents, un cadeau qu'il préparait méticuleusement pour son grand-père. À présent, le liquide rouge foncé s'étalait sur le ciel bleu, imbibant le papier, gondolant les bords et transformant son travail acharné en un gâchis détrempé et ruiné. Il doit apprendre que le monde se fiche de ces petits gribouillages, dit Chloé, la voix pâteuse mais ferme. Ça prend de la place sur la table. Et honnêtement, Léo a besoin de s'endurcir. Elle finit son verre, le posa sur le dessin mouillé avec un bruit mat et humide, puis regarda autour de la pièce en quête d'approbation. Mon oncle Marc, assis sur le canapé, se frappa le genou en riant. C'est une leçon à 50 balles, ça, gamin. Endurcis-toi ou fais-toi bouffer. Les rires ont commencé à ce moment-là. Ils ont résonné dans le chalet, un son aigu et laid. Ma mère gloussa nerveusement, désespérée de garder une ambiance légère. Mon cousin eut un sourire en coin. Léo s'était figé, fixant les ruines de sa peinture, ses petites mains tremblant au-dessus de la table. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez cette histoire et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipitée pour essuyer le vin. Je n'ai même pas respiré pendant les premières secondes. J'ai juste regardé mon fils. Léo n'a pas émis un son. Ses épaules tremblaient et son visage devenait rouge marbré, mais il ne pleurait pas. Il se mordait la lèvre jusqu'au sang, se compressant physiquement sur sa chaise, essayant de se faire assez petit pour disparaître. Il ne cherchait pas de réconfort. Il cherchait l'invisibilité. Il attendait que les rires cessent, espérant que s'il était assez silencieux, le prédateur se désintéresserait de lui. Et dans ce silence, je l'ai vu. J'ai vu la chaîne invisible qui s'enroulait autour de son cou. C'était la même chaîne que j'avais portée pendant 29 ans. La chaîne qui m'avait appris à être silencieuse, à être commode, à ravaler ma colère pour ne pas troubler la paix. Je regardais mon fils apprendre la réponse traumatique de soumission en temps réel. Il apprenait que sa douleur était une blague pour les gens censés l'aimer. Il apprenait que son travail était de sourire à travers l'humiliation pour que les adultes ne soient pas mal à l'aise. Il apprenait à devenir moi. Cette réalisation m'a frappé comme un coup physique, plus froid que le lac dehors. Je ne le regardais pas simplement se faire harceler. Je le regardais hériter de mon traumatisme. Je lui transmettais un héritage de silence, une prédisposition génétique à être un paillasson. Si je ne brisais pas cette chaîne maintenant, à cette seconde précise, il la porterait pour le reste de sa vie. Il grandirait en s'excusant d'exister. J'ai regardé mon père, Philippe. Il était assis en bout de table, les mains jointes sur son assiette vide. Son visage semblait taillé dans la pierre, illisible pour quiconque ne le connaissait pas. Mais je le connaissais. Je voyais ses jointures devenir blanches alors qu'il serrait sa fourchette. Je voyais le muscle de sa mâchoire tressaillir. L'air dans le chalet devint électrique, lourd de la pression des non-dits accumulés depuis des décennies. Je me suis levée. La chaise a raclé bruyamment contre le parquet, un grincement dur qui a coupé les rires comme un couteau. Je n'ai pas bougé pour nettoyer les dégâts. Je n'ai pas demandé de torchon. J'ai contourné la table et je me suis plantée directement entre Chloé et Léo, utilisant mon corps comme un bouclier pour lui bloquer la vue. Je n'ai pas regardé le vin. Je l'ai regardée, elle. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti l'envie de réparer quoi que ce soit. Je n'ai pas ressenti le besoin d'arrondir les angles ou de faire une blague pour détendre l'atmosphère. J'ai ressenti la clarté froide et dure d'un pont qu'on brûle. Ce n'était pas de la rage. C'était de la comptabilité. J'avais fini de payer les intérêts d'une dette que je n'avais jamais contractée. Tu as aimé ça, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Elle était plate, clinique. Tu as aimé regarder un enfant de 6 ans créer quelque chose, et tu as pris plaisir à le détruire. Chloé a levé les yeux au ciel, se resservant un autre verre à la bouteille posée sur le buffet. Ses mouvements étaient amples et arrogants.
Oh, Sophie, ne sois pas si dramatique. C'est du papier. Je lui ai rendu service. Maintenant, il peut apprendre à faire quelque chose d'utile au lieu de faire des gâchis. Utile, ai-je répété, le mot ayant un goût de fer dans ma bouche. La pièce devint mortellement silencieuse. Le sourire en coin de Chloé vacilla, son verre s'arrêtant à mi-chemin de ses lèvres. Ma mère a eu un hoquet de surprise, une inspiration brutale qui signalait le début de sa panique. Je n'ai pas scié. Je n'étais plus la sous-chef gérant les bons de commande et gardant la cuisine calme pendant le coup de feu. J'étais une mère face à un prédateur, et j'avais fini de négocier. J'ai regardé mon père à nouveau. Il n'avait pas bougé, mais ses yeux s'étaient déplacés de la table vers moi. Avant que je puisse dire un autre mot, ma mère, Isabelle, s'est précipitée dans la scène. Mais elle n'est pas allée voir Léo. Elle n'a pas serré l'enfant en pleurs dans ses bras. Elle a attrapé une poignée de serviettes en papier et a commencé à essuyer frénétiquement le vin sur la table. Oh, Chloé, tu es si maladroite, gazouilla-t-elle, la voix aiguë et tendue, vibrant d'une énergie maniaque désespérée. Elle frottait le bois, ignorant complètement la peinture ruinée. Sophie, ne fais pas cette tête. C'était un accident. On lui achètera un cahier de coloriage, un beau, avec des autocollants. Elle nous a regardés, son sourire trop étiré, ses yeux implorants. Passons juste un bon dîner, s'il vous plaît. C'est le week-end de la Toussaint. Nous sommes en famille. Je l'ai regardée, et la pitié que je ressentais habituellement pour elle s'est évaporée. J'ai réalisé alors que ma mère n'était pas confuse. Elle n'était pas impuissante. Elle était toxicomane. Elle était accro à l'illusion d'une famille heureuse, et elle était prête à payer n'importe quel prix pour la garder, mais elle ne payait jamais le prix elle-même. Elle nous taxait, nous. Elle taxait les bons enfants, les silencieux, ceux qui ne criaient pas. Elle sacrifiait notre dignité pour apaiser le monstre parce que Chloé était la seule à menacer de brûler la maison. Isabelle laisserait Léo saigner juste pour garder le tapis propre. Exactement, dit Chloé, enhardie par la défense de notre mère. Elle se pencha en arrière, faisant tourner son vin. Il est trop mou. Sophie le materne trop. Je lui rends service, je lui apprends comment fonctionne le monde réel. C'était la fin. La rupture du dernier fil. Mon père, Philippe, s'est levé. Il ne l'a pas fait rapidement. Il l'a fait avec la lourdeur lente et craquante d'un vieux bâtiment qui cède enfin. Il s'est dirigé vers la cheminée où était accroché un panneau en bois rustique avec les mots « La famille c'est pour toujours » repeint en cursive. Il l'a fixé une seconde, puis s'est tourné vers Isabelle. « Tu as essuyé la table, dit-il. » Sa voix était dangereusement basse, un grondement de tonnerre avant l'orage. « Tu ne t'es pas soucié du garçon. Tu t'es inquiété pour la tache sur le bois. » Isabelle se figea, une serviette imbibée de vin à la main. « Philippe, arrête d'être dramatique. J'essaie juste de... » « Tu essaies de garder la paix, l'interrompit-il. Mais il n'y a pas de paix, Isabelle. Il n'y a que du silence, et j'ai fini de payer pour ça. Il baissa les yeux sur sa main gauche. Il fit tourner son alliance en or. Elle était serrée, enfoncée dans la chair de son doigt. Il la portait depuis 40 ans. Il marcha jusqu'à l'évier de la cuisine, mit une noisette de liquide vaisselle sur sa jointure et commença à l'enlever. C'était douloureux à regarder. Il grimaça, tirant et tordant jusqu'à ce que la bague glisse sur l'articulation avec un bruit humide. Il retourna à la table. Il tint la bague au-dessus de la flaque de vin qui imbibait encore la peinture de Léo. Il la lâcha. Elle toucha le papier mouillé avec un bruit sourd, éclaboussant des gouttes rouges sur la nappe blanche. « J'ai fini de maintenir ta paix, dit-il. Et j'ai fini de te protéger. » Le silence dans la pièce n'était pas juste calme. C'était un vide. Il aspirait l'air du chalet. Ma mère fixait la bague posée dans le vin comme si c'était une grenade qui venait d'atterrir sur ses genoux. Chloé émit un rire bref, un aboiement nerveux. « Papa, tu deviens sénile » se moqua-t-elle, bien que ses yeux fissent des allers-retours dans la pièce. « C'est un dessin. Tu vas divorcer de maman pour une palette d'aquarelle à 5 €? C'est pathétique. » Philippe ne la regarda pas. Il ne regarda pas maman.
Il se dirigea vers son sac de voyage dans le coin de la pièce. Il l'ouvrit et en sortit un épais carnet relié en cuir noir. Il avait l'air vieux, la tranche pliée, les bords usés. Il revint en bout de table et le posa avec un bruit lourd. « Je suis ingénieur structure depuis 40 ans, Chloé, dit-il, sa voix calme, factuelle, terrifiante. Mon travail consiste à traquer les fissures de contrainte, à trouver les failles avant que le bâtiment ne s'effondre. Je traque les défaillances. » Il ouvrit le livre. Les pages étaient remplies de son écriture, des colonnes nettes, précises et méticuleuses de dates et de chiffres. « Il y a 3 ans, continua-t-il en passant un doigt sur la première page. Tu m'as dit que tu avais besoin de 5 000 € pour un prêt professionnel. Tu as dit que ta carrière d'influenceuse décollait, mais que tu avais besoin de nouveaux matériels. » Chloé croisa les bras, levant les yeux au ciel. « Ouais, et je t'ai remboursé, en grande partie. »« C'est quoi ça, un audit ? » ?»« Tu n'as pas remboursé un centime, dit Philippe. « Mais ce n'est pas le point. Le point, c'est que j'ai commencé à tout noter. Pas seulement les gros prêts. Tout. Chaque fois que ta mère disait qu'elle avait besoin d'argent liquide supplémentaire pour les courses. Chaque fois qu'elle retirait de l'argent pour des réparations de la maison qui n'ont jamais eu lieu. Chaque fois que notre compte épargne commun baissait pour des urgences, point. Il retourna le carnet pour que Chloé et Isabelle puissent voir les colonnes. J'ai noté les dates. J'ai noté les montants. Et ensuite, j'ai engagé un expert comptable judiciaire pour tracer où l'argent allait réellement. Isabelle émit un petit bruit étranglé. Elle tendit une main tremblante. Philippe, s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas devant tout le monde. Tout le monde doit savoir, dit Philippe. Parce que tout le monde s'est moqué de Sophie. Tout le monde s'est moqué de Léo. Tout le monde pense qu'ils sont faibles. Mais ils ne sont pas faibles. Ce sont eux qui paient l'addition. Il me regarda alors, et ses yeux étaient pleins d'une profonde et douloureuse excuse. J'ai laissé faire, Sophie. Je t'ai laissé penser que tu valais moins qu'elle. Je t'ai laissé penser qu'elle était spéciale et que tu n'étais que là. Mais je regardais. Je comptais. Il tourna la page. Des reçus de virement bancaire étaient scotchés sur le papier. Ce n'est pas de l'argent de poche, Chloé, dit-il. C'est une rançon. Philippe baissa les yeux sur le grand livre, son doigt traçant une ligne d'encre rouge. 14 août, il y a 2 ans. 12 000 €. Tu as dit que c'était pour un partenariat de marque. 3 avril de l'année dernière. 8 000 €. Tu as dit que c'était pour des frais médicaux. Il leva les yeux, croisant le regard terrifié d'Isabelle. Mais le plus gros, c'était il y a 3 ans, le soir du 14 juillet. La fête à laquelle nous n'avons pas assisté parce que tu as dit que tu étais malade, Isabelle. Isabelle secouait frénétiquement la tête maintenant, les larmes coulant sur son visage. Philippe, arrête. S'il te plaît. Protège notre nom. La voix de Philippe s'éleva, se brisant sous une fureur que je n'avais jamais entendue. Tu n'as pas protégé le nom. Tu as protégé une criminelle. Il tourna la page. Cette fois, il n'y avait pas de reçu. Il y avait une copie d'un rapport de police scotché sur le papier. Les 174 000 € n'étaient pas pour des prêts commerciaux, Chloé. Ce n'était pas pour des cadeaux. C'était le prix du silence. Chloé se figea. Son arrogance s'évapora, remplacée par une terreur soudaine et brutale. Elle regarda la porte, mais ne bougea pas. Il y a 3 ans, dit Philippe à la cantonade, Chloé a conduit ivre en rentrant d'une fête. Elle a percuté une voiture garée, puis elle a renversé une piétonne. Une jeune fille de 19 ans qui promenait son chien. J'ai eu le souffle coupé. La pièce a tourné. Je me souvenais de cette époque. Chloé était partie en voyage pendant 1 mois. Maman avait dit qu'elle était en Europe pour se trouver. Elle ne s'est pas arrêtée, continua Philippe. Elle a pris la fuite. Un délit de fuite. Isabelle sanglotait dans ses mains, son corps se balançant d'avant en arrière. Tu as pris notre argent de retraite, dit Philippe, la voix tremblante. 174 000 €. Tu as payé un avocat pour enterrer l'affaire. Tu as versé un règlement à la famille de la jeune fille pour éviter le procès civil.
Tu as payé le garagiste au noir pour réparer la bosse. Tu m'as dit que c'était un litige de stationnement. Tu m'as dit que c'était géré. Il claqua le livre. Le son résonna comme un coup de feu dans le petit chalet. Tu as volé notre avenir pour couvrir son crime. Et ensuite, tu la laisses s'asseoir ici à cette table et se moquer d'un garçon de 6 ans pour avoir peint un tableau. Tu la laisses détruire son travail parce que tu lui as appris que la destruction n'a pas de conséquences. Il regarda Chloé, qui était pâle, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Tu n'es pas une femme d'affaires, Chloé. Tu n'es pas une influenceuse. Tu es un passif, et ta mère est ta complice. Le silence qui suivit fut lourd, suffocant. C'était le bruit d'un mythe familial qui meurt. Chloé essaya de se reprendre. Elle se leva, lissant sa robe coûteuse, essayant d'invoquer l'arrogance qui l'avait protégée pendant 33 ans. Elle regarda le grand livre, puis Philippe, et ricana. Et alors, cracha-t-elle. C'était un accident. Maman m'a aidée. C'est ce que font les mères. Elles aident, contrairement à toi. Elle foudroya Philippe du regard, le menton haut. Tu es juste jaloux parce que maman m'aime plus. Je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai ma propre marque. J'ai mes propres followers. Je n'ai pas besoin de ce vieux chalet poussiéreux de toute façon. Philippe la regarda avec une pitié froide et détachée. Ce n'était pas le regard d'un père regardant sa fille. C'était un ingénieur regardant une structure condamnée. Tu n'as rien, Chloé. Il fouilla dans la pochette arrière du grand livre et en sortit un document plié. Il le plaça sur la table, juste à côté de son alliance abandonnée et de la peinture ruinée. Ce chalet est à mon nom. C'était l'héritage de mon père. Le nom de ta mère n'est pas sur l'acte. Il aplanit le papier. Vous avez 1 heure pour quitter les lieux. Vous tous, Isabelle incluse. Je le mets en vente demain matin pour récupérer les fonds de retraite que vous avez volés. Tu ne peux pas nous mettre à la porte, gémit Isabelle, les mains serrées sur sa poitrine. Où vais-je aller? Il pleut des cordes. Je ne sais pas, dit Philippe, sa voix dénuée d'émotion. Peut-être que tu peux rester avec la fille dans laquelle tu as tant investi. Il se tourna vers Chloé. Et concernant ton propre argent, il y a 10 minutes, pendant que tu versais du vin sur l'art de mon petit-fils, j'ai gelé les comptes joints. J'ai signalé les virements comme frauduleux en attendant une enquête judiciaire. La banque a tout bloqué. Tes cartes de crédit, les cartes de maman, le compte professionnel par lequel tu fais transiter l'argent. Chloé sortit son téléphone. Ses doigts volaient sur l'écran, frénétiques. Elle tapa sur son application bancaire. J'ai vu son visage s'effondrer. La couleur se draina, la laissant grise et petite. C'est refusé, chuchota-t-elle. Et voilà, l'illusion de pouvoir du portefeuille vide. J'ai regardé ma sœur, la brute, l'enfant chéri, la réussite, rétrécir sous mes yeux. Sans la perfusion financière de mes parents, son statut, sa confiance et sa personnalité s'évaporèrent instantanément. Elle n'était pas une femme puissante. Elle était une enfant dans un costume qu'elle n'avait pas payé. Son pouvoir n'avait jamais été réel. Il était loué. Et le bail était terminé. Ton pouvoir était loué, dit Philippe, faisant écho à mes pensées. Et le propriétaire ferme l'immeuble. Il se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit grand. L'orage dehors avait éclaté et la pluie tombait à verse, transformant l'allée de terre en boue. Le vent hurlait dans le chalet chaud. Sortez! Chloé regarda l'oncle Marc, qui riait plus tôt. Il détourna le regard, soudainement fasciné par les lattes du plancher. Elle regarda Isabelle. Isabelle pleurait simplement, inutile et brisée, incapable de sauver qui que ce soit, même elle-même. Finalement, Chloé me regarda. Ses yeux étaient grands et humides, remplis d'une réalisation soudaine et désespérée qu'elle était seule. Sophie, supplia-t-elle, la voix tremblante. Dis-lui qu'il est fou. Tu ne peux pas le laisser me faire ça. Je suis ta sœur. Je l'ai regardé. J'ai regardé la femme qui m'avait terrorisée pendant 3 décennies. J'ai regardé la tache de vin sur la peinture de Léo. J'ai pensé au silence que mon fils avait appris. Le silence que je brisais. Tu devrais te dépêcher, dis-je,
ma voix aussi froide que la pluie dehors. Les bouchons vont être terribles sur la route. 6 mois plus tard, la lumière dans le nouvel appartement était différente. Ce n'était pas la lumière jaune tamisée du chalet ou l'éclat fluorescent dur de la vieille maison familiale. Elle était blanche et propre, traversant de grandes fenêtres qui donnaient sur le parc de la ville. C'était plus petit que la maison que Philippe avait partagée avec Isabelle pendant 40 ans, mais c'était paisible. On ne marchait pas sur des œufs ici. Pas de lourds soupirs depuis l'autre pièce signalant une tentative de culpabilisation imminente. Pas de peur de la prochaine explosion. J'étais assise par terre, adossée au mur, à les regarder. Philippe était agenouillé à côté de Léo sur une bâche. Ils étaient couverts de sueur. Philippe lui apprenait à utiliser une boîte à onglets pour couper du bois afin de fabriquer un cadre de toile sur mesure. « Tu dois mesurer 2 fois, Léo, dit Philippe, la voix douce, patiente, la voix d'un homme qui n'avait plus besoin de crier pour être entendu. La précision compte. Si le cadre est solide, l'art est en sécurité. Comme ça, papy, demanda Léo, soigneusement, la langue sortie en signe de concentration. Exactement comme ça. Ma mère, Isabelle, vivait dans un petit appartement en copropriété à 2 villes de là. Elle envoyait parfois des lettres. De longues diatribes écrites sur du papier à lettres coûteux, nous blâmant d'avoir ruiné l'image de la famille, de l'avoir embarrassée à l'église, d'être cruelle. Je les brûlais dans l'évier sans lire au-delà de la première ligne. Elle essayait encore de nous taxer pour une paie qui n'existait pas, mais nous avions arrêté de payer. Chloé travaillait dans le commerce de détail, à un petit stand de centre commercial vendant des coques de téléphone. L'enquête pour fraude avait déclenché un contrôle fiscal et elle se noyait sous les frais juridiques. Elle avait dû vendre sa voiture. Elle avait dû emménager dans un studio. Pour la première fois en 33 ans, elle faisait face à la réalité d'une vie sans filet de sécurité. Et la chute avait été dure. J'ai regardé mon fils. Il ne tressaillait plus. Il ne se cachait plus sous la table. Il faisait des dégâts avec de la colle et du bois et il riait quand il renversait un peu de colle à bois sur le sol. Il ne se figeait pas. Il attrapait juste un chiffon et l'essuyait, sachant que personne n'allait lui crier dessus. J'ai réalisé alors que le prix de cette paix avait été élevé. Nous avions dû briser la famille pour sauver les gens. Nous avions dû brûler la structure pour sauver les fondations. C'était un coup lourd, mais en regardant les épaules détendues de mon père, en regardant le sourire facile et sans fardeau de mon fils, c'était la meilleure affaire que j'ai jamais faite.